Les dernières nouvelles à l'instant. On vient d'apprendre que l'Iran a suspendu les discussions indirectes et les échanges de messages avec les États-Unis, en expliquant que cela concernait le Liban. Téhéran a déclaré que tant qu'il y aurait ce type d'attaque contre le Liban et Gaza, il n'y aurait aucune discussion entre l'Iran et les États-Unis. Et selon leur déclaration, l'Iran et le Front de la Résistance ont aussi indiqué que si la situation évoluait, c'est parce qu'Israël envisagerait d'attaquer la partie sud de Beyrouth, à Dahia. Et il y a beaucoup de monde là-bas. D'une certaine façon, c'est impossible d'évacuer toutes ces personnes à Dahia. Et ils ont dit, voilà ce qu'a déclaré l'Iran, qu'ils allaient fermer tous ces points d'étranglement, le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb, en même temps. Et tout va revenir à ce que c'était pendant la guerre. Mais la différence, cette fois, c'est que Bab el-Mandeb va s'ajouter, ce qui veut dire que les Yéménites vont entrer dans le combat. D'après vous, vers quoi on se dirige? Et que se passe-t-il en Asie de l'Ouest? Il faut qu'on remette l'ancien musical. Encore une fois, c'était avant ta naissance. The Music Man. On a des ennuis. Oui, des ennuis. Juste ici à River City. Oui, exactement. On a un problème. Israël viole le cessez-le-feu depuis 2 semaines maintenant. Et ces 5 derniers jours, la situation s'est encore aggravée. Vous savez, souvenez-vous, en remontant à avril, c'était le 14, le 15, il y avait eu cet accord initial de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. En gros, l'initiative américaine, c'était d'arrêter de bombarder l'Iran. Et ça, c'était autour du 7 ou du 8 avril. Il a ensuite fallu 3 ou 4 jours de plus avant que l'Iran dise « Attendez, il faut inclure le Liban et les attaques contre les Palestiniens, ça doit cesser aussi. » Cet accord est donc entré en vigueur. Je crois qu'il a tenu en gros 5 jours, peut-être 1 ou 2 semaines. Il y a eu quelques abus, quelques violations du cessez-le-feu. Mais maintenant, il n'y a plus de cessez-le-feu du tout. Israël est de nouveau en guerre totale, à fond, avec des attaques massives contre le Hezbollah. Et le Hezbollah riposte avec des missiles, des roquettes et des drones sur le nord d'Israël. Donc oui, cette guerre est repartie de plus belle. Et avec l'Iran, qui prend maintenant cette position, en liant les 2 fronts, c'est ça qui change tout dans la situation actuelle. Les Iraniens relient désormais ce qui se passe au Liban et en Israël à toute forme d'accord avec les États-Unis. On ne peut plus séparer les choses. On ne peut pas faire comme si c'était juste un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Non. La vie des Palestiniens est aussi, au moins en partie, concernée. L'Iran est le seul pays au monde qui se lève et essaye de faire quelque chose pour ces gens-là. Et maintenant, peut-être que les Houthis vont s'y joindre. On verra. Dis-moi, Larry, qu'est-ce qu'ils ont au Moyen-Orient si quelque chose se passe entre l'Iran et les États-Unis? D'après les sources iraniennes, on a appris qu'ils ont amené beaucoup d'armes dans la région, encore plus qu'avant le début de la guerre, le 28 février. Et ça, c'est une partie du problème, la partie offensive, justement. Sur le plan défensif, il faut regarder la combinaison entre les capacités défensives et offensives. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au Moyen-Orient? Eh bien, il y a des informations selon lesquelles, enfin, ce ne sont pas des rapports publics. Laissez-moi reformuler. On m'a dit, par quelqu'un qui a accès, disons une source bien informée, que la Chine a fourni à l'Iran un missile anti-navire supersonique. Mais apparemment aussi d'autres missiles balistiques importants qui n'étaient pas là auparavant. Des missiles à propergol solide, ce qui les rend plus faciles à charger et à tirer. Donc oui, l'Iran se retrouve maintenant avec plus d'armement qu'il n'en avait au début de la guerre, le 28 février. Si on y pense, on parle de mars, d'avril. Ça fait maintenant plus de 3 mois et 2 jours.
Et c'est, vous savez, l'une des choses que l'Iran n'avait pas vraiment faites pendant les 7 premières semaines de la guerre. 5 semaines, parce que les échanges de missiles se sont étalés sur environ 5 à 6 semaines. Ensuite, ils sont entrés dans un cessez-le-feu, mais sans vraiment s'en prendre aux bases aériennes militaires israéliennes, là où sont stationnés ces différents avions. Je ne serais pas surpris de voir ça maintenant, dans cette nouvelle phase. En fait, ça va redémarrer. Ça va redémarrer cette semaine. Les attaques des États-Unis vont s'intensifier, à la fois contre le transport maritime et dans le Golfe Persique. Il y aura, je pense, des attaques contre des navires de guerre américains, et on va voir, je crois, des attaques plus agressives de l'Iran contre les bases aériennes en Israël et en Jordanie. Donc oui, je pense que la période d'accalmie qu'on a eue ces 8 ou 9 dernières semaines, c'est terminé. La question, c'est pourquoi Israël aurait besoin d'attaquer Doha maintenant, si la situation se passe bien dans le sud du Liban. S'ils sont en bonne position. Et on a appris, Larry, d'après le Hezbollah, ils ont déclaré qu'une base souterraine appartenant à l'armée du régime israélien, située dans la ville occupée de Tibériade, avait été visée par des tirs de roquettes. Et selon le Hezbollah, 137 officiers et soldats auraient été blessés lors de cette attaque. Donc, le Hezbollah affirme avoir frappé et fait des victimes parmi 137 Israéliens. 137, oui, mais il les compte tous sur les 2 dernières semaines. Il dit bien 137. C'était pas juste une seule attaque, d'accord. In the last 2 weeks, it says 137. It wasn't just one single attack. Okay. And it says 100, yeah. Et ça dit 100. Oui, c'est le chiffre pour 2 semaines. Et c'est pour ça que, vous savez, beaucoup de gens se demandent pourquoi Israël a-t-il besoin d'attaquer Dahiya alors qu'ils s'en sortent très bien dans le sud du Liban, qui traverse le fleuve Litani. Quelle est votre réponse à ça? What is your answer to that? Oh no, I have no answer to that. It is just Oh non, je n'ai pas de réponse à ça. Leur idée, c'est simplement de tuer et de détruire autant qu'ils le peuvent. Ils considèrent Dahiya comme un bastion du Hezbollah. Et donc, pour eux, tuer des femmes, des enfants, il n'y a pas de civils, du point de vue des sionistes. Alors, ils n'ont aucun problème à raser la zone, comme ils l'ont fait à Gaza. Ce que fait le gouvernement israélien, c'est un crime de guerre d'une gravité extrême. Il faut que ça s'arrête. Mais le monde reste là, sans rien faire. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on a vu tout au long de l'histoire. Les Israéliens parlent de la Shoah, en disant « Mon Dieu, les nazis ont essayé de les exterminer ». Et le monde était au courant, il a regardé et il n'a rien fait. Les Houthis, eux, ont été attaqués par les Tutsis au Rwanda. Encore une fois, un massacre énorme, au moins 1 million de morts. Le monde a vaguement protesté, mais sans jamais agir pour l'arrêter. Et maintenant, ça fait plus de 2 ans et demi qu'Israël tue principalement des femmes et des enfants palestiniens. Et vous savez, il tue aussi des médecins, des journalistes, des travailleurs humanitaires. Et malgré tout, ils sont reçus poliment aux Nations Unies. Ils devraient en être exclus, ne pas être autorisés à s'en approcher, être isolés, traités comme une peste. Mais non, on les laisse faire. Et ensuite, ils vont prononcer leur discours à l'ONU en faisant semblant d'être les victimes. Les médias israéliens ont rapporté, Larry, que les États-Unis auraient proposé un accord au Liban. Les attaques contre Beyrouth, et notamment contre les banlieues sud de la ville, on parle de Dahiya, cesseraient en échange de l'engagement du Hezbollah à ne pas viser les forces militaires israéliennes dans le sud du Liban. C'est juste incroyable ce qu'ils font. Ils occupent actuellement le sud du Liban et ils disent « on va frapper Beyrouth et le sud de Beyrouth ».
Mais si vous ne voulez pas qu'on vous attaque, qu'on détruise les civils, alors vous devez arrêter de nous attaquer dans le sud du Liban, qu'ils occupent eux-mêmes. Franchement, c'est absurde. Et le Hezbollah a rejeté cette proposition. Voilà pourquoi. Ouais, bon, écoutez, il y a un mot yiddish pour ça. C-H-U-T-Z-P-A-H. Chutzpah. Ou, comme disait Michelle Bachmann, une ancienne membre du Congrès américain, elle prononçait ça chutzpah. Mais bon, c'est exactement ça. C'est de la pure chutzpah de la part des Israéliens, vous voyez. C'est un peu comme l'histoire du gamin qui tue ses parents et qui demande ensuite la clémence du juge. Monsieur le juge, vous ne pouvez pas me poursuivre, je suis orphelin. Oui, t'es orphelin parce que t'as tué tes parents. Espèce d'imbécile. Donc voilà, Israël cherche de la mansuétude au moment où les gens réagissent à leurs attaques. Et franchement, c'est assez compréhensible. Je peux comprendre pourquoi ils le demandent. Peut-être qu'ils se sont dit, allez, on tente. Au pire, ils diront non. Je pense que la situation devient vraiment très grave, Larry, et qu'on va se retrouver à nouveau avec cette guerre qui éclate. Voilà ce qu'un haut responsable iranien a déclaré à l'agence Fars en Iran. Le sang d'un Palestinien vaut le sang d'un Iranien. Le sang d'un Libanais vaut le sang d'un Iranien. Et la communauté musulmane forme une seule colonne, côte à côte, dans ce combat. Exactement. Ils ne vont pas renoncer à ce qu'ils demandent aux États-Unis. Et je ne vois pas Donald Trump avoir la moindre solution à ce qui se passe, parce qu'il n'a montré aucun moyen de pression sur Benjamin Netanyahu. Eh bien, j'espère que l'Iran a su jouer un peu avec la bourse sur ce coup-là. Vous voyez, faire comme Trump l'a fait. Parce que Trump, depuis maintenant, 13 ou 14 semaines, il faisait toujours la même chose. Il annonçait « Hey, on a un accord de paix » ou « Ça va se signer d'un jour à l'autre ». Il disait qu'on était tout prêt, vraiment tout prêt. Et qu'est-ce qui se passait? Le prix du pétrole baissait et la bourse montait. Du coup, en vendant à découvert ou en achetant des options de vente, on pouvait profiter de ces variations. Alors si j'étais l'Iran, je créerais une société où on peut investir des milliards et puis je sortirais en disant « Non, les négociations sont annulées ». En fait, on se prépare à déployer une arme nucléaire. Oh là là, le marché boursier deviendrait complètement fou. Ils pourraient en profiter. Bon, je ne pense pas que ce soit ce qu'ils font, mais ça montre bien les effets secondaires de ce conflit. Si vous avez suivi la bourse américaine, elle se comporte comme s'il y avait déjà un accord quasiment conclu. C'est proche, très proche. Et certains d'entre nous disent « Non, non, ça n'arrivera pas ». Ce n'est pas vrai. Arrêtez de vous laisser berner. C'est juste une autre version de Donald Trump, un peu comme Lucy dans les bandes dessinées de Charlie Brown de Charles Schulz. Lucy tendait le ballon. « Allez, Charlie, tire !» Charlie arrivait en courant pour le frapper, et elle retirait le ballon au dernier moment. Il s'envolait dans les airs et retombait sur les fesses. Eh bien ça, c'est Donald Trump depuis 13 semaines. Oh, on a un accord. C'est presque fait. Oui, on y est presque. On y est presque. Maintenant, comme l'a dit Ron, on ne parle même plus avec les États-Unis. Il n'y a rien à discuter tant que les questions des Palestiniens et des Libanais ne sont pas réglées. Bonne journée. Merci de votre attention à ce sujet. Thank you for your attention to this matter. Clairement, je pense qu'il n'y a aucun moyen de continuer avec la situation actuelle en Asie de l'Ouest, dans le Golfe Persique. Parce qu'avec ce blocus contre l'Iran, tôt ou tard, il y aura une forme de confrontation, une escalade. Et là, ce sera la guerre, la vraie guerre, entre l'Iran et les États-Unis. Revenons à la question principale, la même que j'ai posée tout à l'heure, que vous n'avez pas mentionnée dans votre réponse, à savoir les capacités défensives du côté israélien. Imaginons que la guerre reprenne.
Comment les États-Unis vont-ils pouvoir défendre Israël? Eh bien, la défendre avec quoi? Des systèmes de défense aérienne, par exemple. On l'a fait. On a mis en place le système Patriot. On sait que le dôme de fer échoue, à chaque fois, ou presque. Il n'arrive même pas à intercepter ces roquettes du Hezbollah. Oui, le dôme de fer est conçu pour intercepter, disons, des roquettes subsoniques. Il n'est pas fait pour gérer des missiles balistiques supersoniques ou hypersoniques. En réalité, le missile Patriot, le PAC-3, n'est pas non plus conçu pour ça. Il s'est d'ailleurs révélé inefficace. Mais admettons qu'il soit efficace. Les États-Unis n'en ont tout simplement pas assez. En fait, ils sont quasiment à court. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder les chiffres publics et le total des missiles dans l'inventaire américain, même avec les hypothèses les plus optimistes, tournerait autour de 6400 à la fin de l'année 2025, donc il y a environ 5 mois. Depuis, ils en ont probablement ajouté d'autres. They've probably added, again to be generous, another 300, 60. Encore une fois, pour être généreux, disons environ $360 de plus par mois, pendant 5 mois peut-être. Parce qu'il y a un autre problème. La Chine a coupé l'accès aux terres rares, qui sont des composants essentiels. C'est un peu comme essayer de faire un gâteau sans sucre ni farine. On n'aura tout simplement pas de gâteau. Alors, avec ces 6400, quand on fait le calcul, il faut tirer au moins 2 missiles Patriot pour intercepter une menace entrante. Ça veut dire que ces 6400 peuvent abattre environ 3200 missiles tirés. Et ça, c'est en supposant que tout ce stock reste aux États-Unis. Sauf qu'on sait très bien qu'au moins entre 1500 et 2000 de ces missiles PAC-3 ont été envoyés à des gouvernements étrangers. L'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie. Australia. Donc si on soustrait ça, on tombe à environ 4400. Ce qui veut dire, d'accord, on peut intercepter 2200 missiles. Très bien, mais combien? Et on en a donné 1000, en plus des 2000 vendus à des gouvernements étrangers. On a donné encore 1000 missiles à l'Ukraine. Donc, 1000 missiles, ça veut dire qu'ils peuvent intercepter jusqu'à 500 cibles russes entrantes. Sauf que, bon sang, la semaine dernière, ou il y a à peine une semaine, la Russie a tiré l'équivalent de plus de 500 missiles en une seule journée. Vous voyez bien, les chiffres ne tiennent pas. En réalité, Israël et les États-Unis n'ont pas de système de défense aérienne efficace. Ils ne l'ont pas. Il n'existe tout simplement pas. Air defense system. They don't have it. It does not exist.